50% des affections recensées dans les centres de santé au Mali sont dues à un manque d'assainissement. Le constat a été fait par le Forum sur l'eau et l'assainissement qui a débuté aujourd'hui à Bamako. Toujours dans le cadre de la protection de l'environnement, nous vous ferons découvrir les foyers améliorés écologiques. Après l'isolement des membres de la famille ayant eu des contacts avec la fille décédée d'Ebola, notre équipe de reportage est allée à la rencontre de certains d'entre eux. Témoignages dans cette édition. En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations 2015, le sélectionneur national Henri Kasperzak a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les 2 prochaines sorties du Mali. Presque au même moment, le comité exécutif de la CAF annonce que la CAN 2015 n'aura plus lieu au Maroc, mais maintient ses dates. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. En 2013 au Mali, les taux d'accès à l'eau potable restent en deçà des attentes. Ils sont 27% d'individus en milieu urbain et 6,4% en zone rurale à avoir un système d'assainissement adéquat. Aujourd'hui, 50% des affections recensées dans les centres de santé sont dues malheureusement aux maladies engendrées par le manque d'accès à l'eau potable et à un assainissement adéquat. Alors, pour résoudre cette épineuse question, un forum sur l'eau et l'assainissement examine le sujet. Nyanya Aliou Traoré, compte rendu. Le défi à relever est certes de taille, mais ce n'est pas une mission impossible. La question liée à l'eau et à l'environnement préoccupe plus d'un aujourd'hui. Les chiffres en la matière sont effectivement éloquents et peignent en filigrane la densité de l'urgence. Le taux d'accès à l'eau potable à l'échelle nationale est d'environ 61,3%. Le taux d'accès à l'assainissement est de 22%. 22% à l'échelle nationale et environ seulement 27% en milieu rural et moins de 7%, si c'est quelques, en milieu rural. C'est là une parfaite illustration du retard pris dans ce domaine. Aussi, dans le cadre de la mise en place d'un système d'assainissement de qualité, notre pays peine jusque-là à développer un réseau fonctionnel, acceptable, voire simplement adéquat. Ils sont plus de 200 participants à se pencher sur le binôme eau-assainissement. Le forum offre l'opportunité aux professionnels du secteur de se projeter pour faire face à la vertigineuse démographie galopante du pays, ce qui entraîne forcément une hausse des besoins en eau potable et des demandes d'un cadre de vie bien assaini. C'est pourquoi le parrain du forum dit placer beaucoup d'espoir à la rencontre. Le résultat que nous attendons de ce forum est de collecter à suffisance les recettes qui en découleront afin d'armer fortement les collectivités qui devront inlassablement se mobiliser pour s'approprier les savoir-faire et les bonnes pratiques dans l'optique de féconder un environnement sain d'hygiène et d'assainissement. Il faut donc faire vite, et même très vite, pour changer au quotidien nos habitudes afin de préserver convenablement notre environnement. Pour préserver l'eau, c'est d'abord lors de la collecte. Il faut que ce soit collecté dans un récipient propre. Pour préserver l'environnement, eh bien, il faut ne pas jeter les déchets et trier de manière à ce qu'on puisse récupérer ce qui peut être récupéré et ensuite recycler ce qu'on peut recycler également. La cérémonie a pris fin par une visite des stands où sont exposées les technologies en matière d'énergie renouvelable et les projets de gestion des eaux usées et de lutte contre l'assemblement du fleuve Niger. Le clou de l'ouverture a été sûrement ce don de la Turquie au Mali, 2 bennes tasseuses. Dans le même registre du nouveau pour les ménages maliens, le foyer amélioré à base de riz, une idée originale venue de chez nos voisins burkinabés, mais également le fourneau Kimou, présentement en phase d'expérimentation. Ces outils visent à protéger le couvert végétal et surtout soulager les femmes. Nyanya Aliou Traoré, en bonne ménagère, nous présente ces foyers. Les solutions alternatives au bois de chauffe et au charbon sont en plein essor. Le foyer amélioré à balle de riz est un nouveau produit sur le marché malien, particulièrement dans les zones rizicoles. Cet équipement a été développé au Burkina par une université québécoise au profit d'une unité d'étuvage de riz.
Nous avons décidé d'importer cette technologie au Mali parce que nous savons que le Mali est une zone de production rizicole par excellence. Le foyer utilise de la balle de riz comme combustible. Au Mali, chaque année, plus de 105 000 tonnes de balles de riz sont jetées dans la nature après récolte. Cette nouvelle technologie permet donc de remplacer carrément l'utilisation du bois de chauffe et du charbon. Le foyer, il n'utilise que les balles de riz comme combustible, pas de bois, pas de charbon, rien du tout. Et l'idée, c'est juste d'avoir des balles de riz et de le mettre dans la partie cylindrique et utiliser juste des allumettes et peut-être quelques brindilles pour pouvoir l'allumer. Une fois que c'est allumé, c'est bon, vous mettez la marmite dessus et ça a la qualité d'être très rapide, même beaucoup plus rapide que le bois. Ce foyer, il y a plusieurs formats. Ça, c'est le format moyen qui est généralement utilisé pour les ménages de 7 ou 8 personnes. Donc, ce foyer est à 17 500, mais il y a un format aussi qui prend en compte les marmites d'environ 25 kilos. Celui-là est à 25 000 francs. Mais il y a aussi un autre prototype qu'on est en train de développer. Ça, ce serait pour les marmites de 50 kilos, voire plus. Le fourneau Kimou, une autre nouveauté. Des déchets de maïs et les coques d'arachide. Voilà. Et tout déchet, quoi, parce qu'il y a des coques de karité aussi. Tous les déchets agricoles, on peut les transformer en palettes. Ces palettes-là, pour alimenter ces différents fourneaux. Et ces palettes, une fois allumées, n'ont pas de fumée. Et c'est des fourneaux de système de gasification. Direction une famille de la capitale, exactement au Badjalan, en commune 2 du district de Bamako. Madame Diawara ne boude pas son plaisir depuis la découverte du foyer amélioré à balle de riz. Cela fait plus de 6 mois que j'utilise ce foyer. Avant, on utilisait quotidiennement 1000 francs de bois de chauffe et aujourd'hui, j'utilise un sac de balles de riz pendant 3 jours. Des sacs de balles de riz que j'achète à 300 francs CFA. Ici, à Medina Koura, les ouvriers s'affairent sur le nouveau prototype qui commence à trouver son public. La confection de ce foyer, bon, peut-être ça peut prendre 6 ou 7 heures comme ça. On va gagner avec des métals lourds. Nous sommes en train de faire ce foyer depuis 6 mois. C'est présentement que les clients sont en train de venir. Là, les gens ne connaissent pas très bien. Contrairement à Madame Diawara, cette gargotière découvre le foyer devant nos caméras. Elle est impressionnée car facile à allumer, nous confie-t-elle. Au confectionnaire du foyer, promesse a été prise déjà de l'utiliser au quotidien. En attendant la cuisson complète de notre gargotière, Madame Diawara fait goûter grand-mère et petits-enfants avant d'entamer la préparation de son dîner. La sauce est déjà prête. Le prolongement du chemin de fer Kankan-Bamako, la situation par rapport à la fièvre Ebola et le projet de barrage de Fomi en Guinée, voilà entre autres questions évoquées par l'ambassadeur de Guinée au Mali au cours d'une audience que lui a accordée le président de l'Assemblée nationale. Juste après ce diplomate, le président Ishaka Sidibé a reçu en audience le Conseil national de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Les points de ces audiences avec Ramata Konaté. L'ambassadeur de la Guinée et le président de l'Assemblée nationale ont passé en revue plusieurs sujets intéressant la vie de leurs pays respectifs, de l'hydraulique à la santé en passant par le transport. Il a été question des projets que le président Ibeka, lors de sa visite officielle présidentielle en Guinée, a eu à mettre en place avec le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, que ce soit la prolongation du chemin de fer entre Kankan et Bamako et aussi ce projet concernant le barrage Fomi. Ce barrage hydroélectrique aura une capacité de 90 MW. Sa réalisation coûtera plus de 200 milliards de francs CFA. Après le diplomate Condé, le président de l'Assemblée Issaka Sidibé a reçu une délégation du Conseil national de l'agriculture, du commerce, des industries, des services et de l'artisanat. C'est une entité créée il y a seulement 3 mois. On a constaté qu'il n'y a aucun cadre où
tout ce monde-là puisse se réunir pour discuter des problèmes d'intérêt commun. Nous pensons que ça peut être aussi un bon instrument pour les pouvoirs publics, pour essayer de conduire l'économie vers l'émergence à laquelle tout le monde aspire. L'association se veut donc une force de proposition pour les pouvoirs publics et de convergence entre les différents secteurs de l'économie. D'une institution à une autre, le président du Conseil économique, social et culturel, Jamil Bitar, a reçu ce matin le bureau du Forum sur la corruption et la délinquance financière. Ensemble, ils ont échangé sur la lutte contre ce phénomène au Mali. Le président du bureau, Boubacar Koulibaly, est au micro de Mariam Sagara. Nous avons jugé nécessaire d'approcher le Conseil économique et social qui a pour mission de collecter les préoccupations de l'ensemble du peuple. Et nous sommes convaincus que dans les préoccupations aujourd'hui de la population figure en grande place la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Nous travaillons en synergie avec toutes les structures qui doivent œuvrer contre ce phénomène, que ce soit les structures de contrôle, que ce soit la justice. Avec toutes les institutions, nous sommes en collaboration. Lors des stages généraux, il en est issu 104 recommandations. Ce sont ces 104 recommandations que nous avons amenées à 9 objectifs, avec également des activités, des actions à mener pour aboutir au résultat qui tendra à freiner, voire à éradiquer complètement ce phénomène. Il est important que le Conseil s'approprie également des mesures qui sont déjà prises en compte. Et le même Conseil peut faire encore un travail de lobbying par rapport à la réussite, au succès également de cette entreprise. Le gouvernorat du district de Bamako a initié ce matin une rencontre d'échange autour du RAVEC avec les responsables des partis politiques, les maires et plusieurs autres partenaires. Objectif, sensibiliser et solliciter leur accompagnement pour l'atteinte des objectifs de l'enrôlement en cours dans notre pays. Compte rendu, Ibrahima Chokari. Amorcé en 2009, le processus d'enrôlement au recensement administratif à vocation d'état civil, RAVEC a enregistré des résultats positifs, mais aussi des faiblesses. Pour preuve, le fichier biométrique nous a permis d'aller à des élections apaisées et acceptées de tous. Et cela grâce à un fichier bien établi sur la base des résultats du RAVEC. Cependant, force est de constater des oublis et des omissions enregistrés au cours du processus, des faiblesses qu'il faut corriger à tout prix. Les nouveaux enrôlements où je suis à 265%. Bon, j'ai enrôlé près de 80 000 contre une prévision de 28 000 et quelques. Donc je ne peux être que satisfait à ce niveau. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Au niveau des nouveaux majors, là je suis sur ma faim parce qu'on n'est que pratiquement avec 14 000 enrôlés. Sur 199 121 prévus, soit quelques 7%. Tout a été mis en œuvre pour réussir cette opération d'enrôlement au niveau du district de Bamako. Avec les ONG qui sont en train de passer dans les écoles, nous avons beaucoup de nouveaux majeurs à prendre à ce niveau. Par exemple, pour 12 écoles, nous sommes à peu près à 2000 nouveaux majeurs qu'on a enregistrés. Donc, nous sommes en train de voir comment travailler en synergie avec les académies pour qu'elles puissent instruire les niveaux subalternes de manière à ce que nous puissions avoir les enfants sans perturber trop les classes. Pour pallier ces difficultés, une rallonge de 1 mois a été accordé. Ce temps supplémentaire était attendu. On félicite les pouvoirs publics d'avoir compris et permettre à ce que tous les citoyens maliens puissent développer une capacité à rejoindre des équipes et à se faire prendre en charge. Donc l'appel, c'est de demander à tout le monde que personne n'accepte que le moment soit clôturé sans lui. Le président du Comité national de légal accès aux médias d'État invite le candidat Issa Zerbo de l'ADEMA PASJ à se présenter donc au siège de l'organe le mercredi 12 novembre 2014 pour l'enregistrement de son message. Analyser judicieusement le programme d'entretien routier au titre de l'année 2015 et proposer des ressources suffisantes pour son exécution correcte. Voilà entre autres tâches du conseil d'administration de l'autorité routière qui s'est tenu aujourd'hui à Bamako, compte rendu Mamoudou Sidibé.
Pas de développement sans route et pas de route sans entretien. C'est forte de cette réalité que la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'autorité routière se tient. Au cours de cette session, les administrateurs feront l'état d'exécution du budget et du programme d'entretien routier au titre de l'exercice 2014. Ensuite, ils procéderont à l'adoption du programme d'entretien routier et le budget au titre de l'année 2015. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays vaste avec un réseau très étendu. L'entretien routier demande aujourd'hui beaucoup de moyens. Donc cette année, nous ambitionnons de mobiliser autour de 25 milliards pour faire face aux différents travaux d'entretien routier. Les administrateurs ont conscience du niveau de dégradation de notre réseau routier. C'est pourquoi les réflexions seront portées sur les moyens d'amélioration du niveau de mobilisation des ressources. L'année 2015 sera particulière par une grande mobilisation et sécurisation des ressources à travers la prospection d'autres ressources de financement, de l'entretien routier d'une part, et le renforcement et la consolidation des acquis à travers une lutte sans merci contre toute forme de déperdition des recettes en général et celles issues des péages en particulier d'autre part. Les tâches sont connues pourvu que les recommandations issues de cette session soient prises en compte par nos services de tutelle. Ebola, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a inauguré ce matin le centre spécialisé en charge des cas suspects d'Ebola, construit au sein de ce centre national d'appui à la lutte contre la maladie à Djikoroni-Para. Ce nouveau dispositif permettra aux agents socio-sanitaires de prendre des mesures idoines pour la gestion efficace de ces cas suspects de maladie à virus Ebola. Compte rendu à Guibou Koulibaly. Le centre est spécialisé dans la prise en charge des cas suspects d'Ebola. Il est inauguré par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il est le bienvenu. Cette structure est la manifestation de la volonté politique des autorités pour lutter efficacement contre la maladie à virus Ebola dans notre pays. Ce qui est important dans ces centres, c'est surtout de différencier des zones. Une zone, c'est la zone à bas risque, où le personnel va rester avec un tenue chirurgicale et des bottes et des gants, et une zone à haut risque où on isole les patients. Il existe un circuit aussi qui doit toujours être respecté, par lequel on commence par la zone de bas risque, on se met toute la combinaison de protection, l'équipement de protection individuelle, pour pouvoir rentrer au niveau de la zone de haut risque. Donc vraiment, moi j'ai un sentiment de satisfaction et j'ai vraiment un sentiment de dire que mon pays est prêt. Aujourd'hui, ce centre répond aux normes internationales. Si jamais on a des cas, même suspects, et même si c'est des cas très confirmés, aujourd'hui, en tout cas, on est prêt à pouvoir les prendre en charge de façon adéquate et conforme. Le Mali est prêt à mettre tout en œuvre pour éviter d'éventuels cas d'Ebola dans notre pays, a expliqué le ministre Koné. La visite d'ici, c'est pour prendre connaissance du dispositif qui est là, qui est le centre de prise en charge des cas suspects et de traitement des malades éventuels. Voir le dispositif, m'en instruire moi-même et savoir ce qu'il faut pour que le dispositif réponde aux normes. Et donc je suis à l'écoute des équipes qui sont ici pour savoir ce que je pourrais faire éventuellement pour contribuer à la mise aux normes de ce centre. En tout cas, les explications qui m'ont été fournies m'ont convaincu de l'efficacité de cette organisation. Le ministre a invité ses services à rester vigilants et renforcer la surveillance pour apporter des réponses sanitaires appropriées à tout éventuel cas. Dans les jours à venir, les autorités sanitaires comptent créer à l'intérieur du pays des nouveaux centres spécialisés de prise en charge de la fièvre à virus Ebola. Autre grand titre de cette édition, sentiment de joie entremêlé de remords, mais aussi sentiment d'abandon dans le voisinage, stigmatisation au niveau professionnel, tels sont les propos tenus par certains membres de la famille sortis depuis hier de l'isolement consécutif à l'enregistrement du premier cas d'Ebola au Mali. Aujourd'hui, la famille a décidé de se reconstruire à travers la reprise de ses activités quotidiennes et pour cela, elle compte sur l'assistance des autorités. Alousseni Touré est allé pour Mali Actualité, suivez son reportage. Au milieu de sa concession, Aboubakar Traoré savoure sa liberté retrouvée. Tailleur de son état, il a déjà fait un tour à son atelier situé à Amdalaï. Pour ce chef de famille,
le plus dur a été le confinement. Habitué à l'effort, il dit souffrir de courbatures dues à l'inactivité. Je suis habitué à marcher jusqu'à Amdalaï pour aller à mon atelier. Je retourne également à pied. Cela m'a considérablement manqué, mais les médecins m'ont rassuré. À ses côtés, Saran Sougoulé, la plus âgée des femmes de la maison. Saran est commerçante, elle s'est dit soulagée. Son commerce peut enfin reprendre, mais les moyens font défaut. J'ai subi une grosse perte. Présentement, je n'ai pas les moyens pour reprendre mon commerce. J'ai des enfants à nourrir. Nous sommes toutes des vendeuses. Salimatou et Assetou sont également commerçantes. Leur fonds de commerce a largement souffert de cet enfermement. Je suis restauratrice, mais depuis le début de cette quarantaine, je n'ai pas travaillé. Mes clients m'appellent pour me dire de ne pas venir pour éviter de les contaminer. Malgré l'attestation des autorités, personne ne veut nous voir. Je partais vendre des marchandises à Kay. J'avais même des commandes, mais mes clients ont appelé pour décommander à cause d'Ebola. Zakaria, lui, affirme même avoir perdu des contrats à cause de la stigmatisation. Au début de cette affaire, j'avais une commande de fauteuils bourrés, mais le client a refusé de payer la marchandise à cause de la maladie. Aujourd'hui, les membres de la famille Cissé se disent soulagés et décidés à reprendre le cours normal de leur vie. Cependant, ils attendent l'assistance des autorités. Si je trouve de l'aide, elle sera la bienvenue, car aujourd'hui, nous subissons la stigmatisation. Nos articles ne sont pas acceptés. Dans quelques jours, les enfants de cette famille pourront reprendre le chemin de leur classe, car eux aussi ont eu leur lot de stigmatisation. Cérémonie de lancement de la caravane de sensibilisation contre le virus Ebola, c'était ce lundi à Kay, organisée par le Conseil local des jeunes avec l'appui des services techniques. Cette caravane a pour objectif d'informer les populations sur les mesures de prévention afin d'éviter la maladie. Kansoutou Kanouté, compte rendu. Avant de prendre le départ pour vulgariser les mesures simples de prévention contre la maladie à virus Ebola à travers les 6 quartiers de la capitale des rails, cette caravane a d'abord marqué un arrêt devant le gouvernorat pour procéder à la remise de cadeaux aux gagnants des jeux radiophoniques qui ont été organisés sur la maladie et la remise au gouverneur d'un CD contenant une chanson sur la maladie à virus Ebola composée par le groupe de rap Crazy Boys. La jeunesse de Kay s'engage à soutenir et à sécuriser toute personne contact. Oui, au soutien et à la solidarité avec les personnes contacts. Elles ne sont pas malades, elles ne présentent aucun danger. Ebola, c'est fini à Kay. Il dit non, il ne faut pas trop se réjouir. Jusqu'à présent, les choses se passent bien. Tous ceux qui sont en observation ne présentent aucun symptôme. Mais il nous faut nous donner encore toute la semaine pour être sûr de cela. 2, j'ai dit que les bonnes habitudes qu'on avait prises, il ne faudra pas les abandonner à la fin de la semaine, en disant que tous ceux qui étaient personnes contact n'ont pas développé de maladie. On doit s'en réjouir, mais surtout ne pas baisser les bras. Parce que tant qu'il y aura Ebola dans la sous-région, nous ne serons pas tout à fait à l'abri. Escortée par la police, la caravane de sensibilisation contre la fièvre à virus Ebola a traversé le quartier Plateau pour se rendre à Liberté. Sur les t-shirts, des jeunes garçons et filles on pouvait lire « Stop Ebola », sur les pancartes « Non à la stigmatisation des personnes contacts » entre autres. Pendant 2 jours, la caravane a sillonné les 6 quartiers de la ville de Kay.
Parlons à présent de l'or blanc. La société burkinabé des fibres textiles à l'école de la commercialisation en zone CMDT, une délégation de la Sofitex séjourne depuis dimanche dans notre pays. C'est à la faveur d'un voyage d'études. La mission est venue voir le processus de commercialisation du coton dans certaines filiales de la CMDT. Envoyés spéciaux à Koutiala et Sikasso, Brahima Koulibaly, Mamari Kone. Avec une production annuelle estimée à 600 000 tonnes de coton, le Mali se trouve dans le peloton de tête des pays producteurs de coton de la sous-région. C'est pour s'imprégner du processus de commercialisation du coton que la société burkinabé des fibres textiles Sofitex effectue ce voyage d'études dans certaines filiales de la CMDT. Les attentes au niveau de la délégation de la Sofitex, c'est d'échanger avec les partenaires de la CMDT pour voir tous les aspects de la commercialisation primaire qui peuvent concourir à des économies d'échelle, aussi bien depuis les récoltes, les évacuations du coton, les sous-charges, la gestion des camions, la gestion des marchés, les bascules, c'est voir tous ces aspects de la commercialisation primaire, quels sont les goulots d'étranglement, les stratégies mises en place par la CMDT pour lever toutes ces contraintes-là. C'est un cadre vraiment qui nous réjouit beaucoup, parce que effectivement, ce genre d'échanges nous permettent quand même effectivement des uns aux autres d'apprendre de part et d'autre. Et nous pensons effectivement leur rendre la monnaie. Parce que là aussi, il faut quand même voir ce qui se passe chez eux là-bas pour, en tout cas, améliorer ce qu'on est en train de faire. Cette visite est nécessaire pour qu'on puisse avoir d'autres expériences par-ci, par-là. C'est que toujours entre le Mali et le Burkina, surtout la CMDT et la Sofitex, il y a toujours cette expérience d'échange entre nous. C'est Koutiala, la capitale de l'or blanc, qui a été la première étape de ce voyage d'études. Après la cérémonie d'accueil, la forte délégation composée de 37 membres s'est rendue au marché de coton de Windina 1 à une dizaine de kilomètres de Koutiala. Sur place, elle a suivi le processus de conditionnement du coton avant sa vente. Des échanges ont ponctué cette descente sur le terrain. Les responsables de la filiale nord-est ont ensuite rencontré la délégation pour des échanges sur les aspects techniques de la commercialisation du coton. Dans la filiale sud de Sikasso, la délégation du Faso s'est rendue à Katelé dans le secteur CMDT de Kadiolo pour le même exercice, à savoir voir comment s'effectue la commercialisation du coton. À Koutiala aussi bien qu'à Sikasso, les entretiens ont porté sur la politique de gestion des sous-charges, le calendrier d'achat du coton graine, la gestion des queues de marché ainsi que la politique de la qualité. Après le coton, le bétail, en 5e région, fin des travaux de la conférence régionale sur les bourgoutières au compte de la campagne de transhumance 2014-2015, avec comme point de mire la traversée des animaux à Djafarabé, appelée en Fulfulde Yaral Djafarabé, qui sera célébrée ce samedi 15 novembre 2014 sous la haute présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Compte rendu, Yacouba Maïga. La conférence régionale sur les bourgoutières est un espace d'échange des acteurs de l'élevage transhumant sous l'impulsion du gouvernorat de la région de Mopti. Elle vise à assurer une meilleure organisation de la transhumance, à identifier les parcours et les zones de regroupement des animaux afin de leur assurer une bonne alimentation, une protection sanitaire appropriée et éviter les conflits entre les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs. Elle se tient cette année avec une période de flottement de 3 ans. Suite aux douloureux événements qu'a connu notre pays et qui ont lourdement impacté les activités socio-économiques en milieu rural et particulièrement les mouvements des animaux transhumants. Le clou de cette conférence a été la fixation tant attendue des dates des différentes traversées qui annoncent la rentrée des troupeaux transhumants dans les bourgoutières du delta intérieur du Niger à partir de Djafarabé à travers le Yaral prévu le 15 novembre 2014 et leur sortie à partir de Djaloubé à travers le Dégal prévu le 4 avril 2015. Ces deux événements culturels majeurs des éleveurs Peuls sont inscrits par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité. L'événement majeur qui va marquer la conférence sur les bourgoutières de Mopti est l'annonce faite par son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État, de sa participation à la traversée des animaux à Djafarabé. Je pense que ceci donne un sens extrêmement important à cette activité et répond à une demande pressante exprimée par l'ensemble des acteurs.
En marge de la conférence sur les brougoutières, le ministre du Développement rural, accompagné des djourous et des représentants des organisations fêtières du sous-secteur de l'élevage, a effectué une visite d'échange à Dana, dans la commune rurale de Fatoma. Le ministre du Travail et de la Fonction publique et des relations avec les institutions, Bokar Moussa Diarra, vient de boucler une mission à Genève, en Suisse, où il a pris part à la 332e session du Conseil d'administration du Bureau international du travail BIT. Il faut rappeler que notre pays représente toute l'Afrique au sein du Conseil d'administration. À ce titre, le ministre du Travail, de la Fonction publique et des relations avec les institutions a été désigné comme porte-parole du groupe africain en ce qui concerne l'élaboration des politiques sur la question relative au dialogue et des réunions sectorielles. La presse privée et la Caisse nationale d'assurance maladie s'organisent pour une meilleure information des populations sur les avantages de l'AMO. C'est à la faveur d'une journée d'échange organisée samedi dans la cité de Balanza. La rencontre a regroupé les journalistes, directeurs des différents organes de la presse privée malienne, les organisations de la société civile et autorités régionales de la 4e région. Compte rendu, Fousséni Samaké. Assuré à l'AMO, on cotise selon ses revenus et on est pris en charge selon ses besoins sanitaires. C'est avec ces termes que les responsables des organes de presse privée malienne et ceux de la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM ont abordé cette journée d'échange. Ces échanges devront permettre aux hommes de presse de mieux s'armer d'abord et ensuite mieux informer et sensibiliser les populations sur les avantages de l'assurance maladie obligatoire AMO. Nous voulons tout simplement, à travers cette journée, amener les promoteurs de la presse à s'investir dans la diffusion de l'information, à développer la communication auprès du citoyen pour que cette réforme si importante puisse avoir le franc succès que l'on souhaite. La première voudrait que les journalistes, en tant que communicateurs, soient d'abord mieux outillés en termes de connaissance de l'AMO pour ensuite mieux informer les populations. La seconde participe de la volonté des hommes et des femmes des médias à explorer les voies et moyens leur permettant de souscrire à l'AMO. Les responsables ségoviens se réjouissent du choix porté sur la cité des Balanzans pour ce partenariat. L'ACEP, qui est une organisation patronale regroupant plus de 100 directeurs de publication, a émis le vœu de signer bientôt une convention entre la presse privée malienne et la CANAM, qui est l'organe de gestion de l'AMO. L'AMO, on en parle encore. En 2e région, les départements ministériels en charge de la défense, de la santé et des affaires sociales adoptent une synergie d'action pour une adhésion massive des forces de défense et de sécurité à l'assurance maladie obligatoire. Une délégation vient de séjourner au centre d'instruction Boubacar Sadassi pour échanger sur l'importance de l'AMO. Compte rendu Koumba Sissé. Avec les militaires pour leur adhésion massive à l'assurance maladie obligatoire AMO, tel est l'objectif de cette visite. Ici, au centre d'inscription Boubacar Sadassi de Koulikoro, les échanges ont porté, entre autres, sur l'aspect obligatoire et le caractère social de l'assurance maladie obligatoire. Le général Didier Dako prône l'adhésion effective des forces de défense et de sécurité du Mali à l'assurance maladie obligatoire. Nous allons y aller, nous sommes les derniers qui restons à présent en dehors du grillage par rapport aux travailleurs du Mali. Donc il n'est pas séant que nous restons en marge de ce programme, mais qui ne présente d'ailleurs que des avantages. Il ne faudrait pas que des réticences individuelles nous entraînent à sortir de cette chose qui n'a que de bénéfices pour la majorité de nos personnels. Des questions et réponses ont permis de mieux informer les participants à cette rencontre sur l'importance de l'assurance maladie obligatoire. L'assurance maladie a été mise en place par l'État. C'est pour permettre la prise en charge, la couverture des frais de soins de santé inhérents à la maladie, à la maternité. C'est pour aider, c'est pour épauler la population, surtout les travailleurs, dans la prise en charge de maladies et des risques de maladies. Si auparavant, certains agents des forces de défense et de sécurité de Koulikoro justifiaient leur non-adhésion par un manque d'informations sur la qualité des soins, aujourd'hui, ces soldats semblent convaincus des bienfaits de l'AMO à travers des explications des spécialistes.
Action de bienfaisance toujours. Le village de Fani dans la commune rurale de Dumba a désormais sa maternité, un don de la fondation Bank of Africa qui a coûté 60 millions de francs CFA. Reportage Youssouf Diakité. Cette cérémonie dédiée à la femme et à l'enfant a mobilisé toutes les énergies à Fani. Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux de la localité, personne ne voulait rater cette occasion. Ces cadeaux attendus depuis belle lurette, d'où toute la mobilisation des 2737 habitants de l'un des plus gros villages de la deuxième région, Koulikoro. Nous sommes tous soulagés ce jour pour remercier le groupe Fondation Bank of Africa à offrir à la population de Fani un don matérialisé par l'obtention d'une structure sanitaire pour un coût entièrement financé par la Fondation Bank of Africa. La maternité de Fani, c'est un bâtiment principal, une salle de travail, une salle d'accouchement, une pharmacie, des logements pour le personnel, éclairé à l'aide de plaques solaires. L'infrastructure qui a coûté plus de 60 millions de francs CFA est aussi dotée d'un forage. Nous sommes heureux de nous trouver parmi vous aujourd'hui à Fani pour célébrer ce moment de solidarité qui sera consacré à l'inauguration de la maternité que nous avons construite dans cette localité pour mettre à la disposition de nos sœurs et de nos filles une structure médicale moderne et sécurisée afin de leur permettre aux futures mères de pouvoir donner la vie sans aucun danger pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Après la coupure du ruban symbolique et la visite des locaux, les populations de Fani ont salué la fondation BOA au rythme du folklore local. La danse des marionnettes et les chants du terroir ont célébré les héros du jour. 50 kits, voilà ce que la clinique Oumoudili et ses partenaires entendent mettre à la disposition des communes du cercle de Yélimane. Le projet a été lancé samedi par le préfet. Nous retrouvons le compte rendu de notre envoyé spécial Nouhoum Sissoko. Le projet de la clinique Oumoudili s'intitule « Une école, une unité de premiers soins ». Il consiste à réaliser dans un délai d'1 an, à compter de la date de lancement, 50 kits au bénéfice de 12 communes du cercle de Yélimane. L'enveloppe est évaluée à 5 milliards de francs CFA. Un kit est composé de 6 classes, une direction, une infirmerie et un bloc de 4 latrines, plus un forage positif. Le coût d'un kit, ça fait 80 millions par kit. Ça, c'est sans la caisse d'épargne et sans les intrants agricoles, plus 23 millions pour les équipements. Donc, en moyenne, 103 à 110 millions par kit. Le projet s'engage également à doter en personnel les infrastructures sanitaires qui seront réalisées. Les autorités locales et les députés élus à Yélimane ont favorablement accueilli cette initiative qui vient en appui aux communes. Dans beaucoup de villages, dans beaucoup de communes, les problèmes de l'éducation, les problèmes de santé seront améliorés de façon considérable. Les 12 maires du cercle, c'est les grands bénéficiaires. Il faut qu'ils y croient et qu'ils respectent vraiment la convention. C'est une convention qui a été signée, qui ne demande aucune contribution de leur part que d'exécuter ce qui a été convenu. Après la cérémonie de lancement, les responsables et bénéficiaires du projet ont eu une séance de travail. Il s'est agi d'échanger autour des stratégies à mettre en place afin de pérenniser les infrastructures et équipements une fois réalisés. La Croix-Rouge sensibilise les parlementaires maliens à l'application des traités sur les droits humanitaires ratifiés par le Mali. Les responsables de l'institution internationale de la protection des droits humanitaires et les parlementaires sont regroupés à l'Assemblée nationale. Reportage Adama Koulibaly. Le comité international de la Croix-Rouge est engagé aux côtés du Mali pour l'accompagner dans ses efforts visant à l'application correcte des traités sur les droits humanitaires. Les responsables de la Croix-Rouge rappellent que le droit international humanitaire ou droit des conflits armés est un ensemble de règles conventionnelles et coutumières qui doit être observé en temps de conflit armé. Nous avons observé que le Mali est parti à beaucoup de traités, mais qu'il y a encore de travail à faire dans la mise en œuvre nationale, comme nous on appelait ça. Et dans ce sens-là, nous avons profité de la sensibilité aujourd'hui, suite au conflit au nord, où il y a la compréhension qu'il y a des choses à faire pour initier ce processus avec les parlementaires. La Croix-Rouge, dans le cadre du respect correct des lignes conventionnelles des droits humanitaires, sensibilise les parlementaires maliens. Les débats de la table ronde portent
porte sur l'état de ratification des traités par le Mali, l'intégration des principes du droit pénal international dans la loi pénale malienne et l'intégration des infractions graves en droits humanitaires dans le code pénal malien. Il sera question au cours de cette rencontre de faire la relecture du code pénal du Mali. La table ronde se tient avec la collaboration du ministère de la Justice et des représentants d'autres structures impliquées dans la protection des droits humanitaires. Sur un tout autre chapitre, la commission d'organisation de la filière privée du Hadj souhaite que le gouvernement se retire de l'organisation commerciale de cette activité. Elle l'a fait savoir au cours d'un point de presse aujourd'hui. Par la même occasion, les participants ont fait une évaluation du Hadj 2014. Alpha Maïga nous en parle. Le pèlerinage musulman pour cette année 2014 a vécu. L'heure est au bilan au niveau de la commission d'organisation de la filière privée. Les différentes expériences que nous avons pu avoir par rapport à l'organisation de cette activité nous ont permis de capitaliser les expériences, les expertises. Nous avons pu quand même tirer les leçons qui nous ont permis d'avancer. La conséquence de votre professionnalisme s'est traduite par le satisfecit à vous, décerné par les autorités saoudiennes. Cependant, tout n'est pas rose. Les pèlerins de la filière privée ont rencontré des difficultés. Les difficultés majeures que nous avons eues, c'est surtout dû au retard. Le retard pris dans l'organisation même du Hadj. Parce que ce que vous ne savez pas, on ne parle pas de filière gouvernementale ni de filière privée, on parle du Mali. Et le Mali, il y a un ministère de tutelle, et ce ministère de tutelle est novice dans l'organisation du Hadj. Occasion pour eux de poser une doléance. Il s'agit du retrait à la filière gouvernementale de l'organisation commerciale du pèlerinage. Nous voudrions que l'État soit le censeur de l'activité, que l'État soit l'arbitre, que l'État soit le régulateur de l'activité pèlerinage et laisser l'aspect commercial aux différents organisateurs privés que sont les agences de voyage. Pour cette année, la commission d'organisation de la filière privée s'est occupée de 8000 pèlerins repartis au niveau de 36 agences de voyage et de tourisme. Le Palais de la Culture Amadou Ampateba accueille du 10 au 17 novembre 2014 le premier forum des corps de métier. C'est une initiative de la section communale de la commune 5 du Conseil national de la jeunesse. Objectif de ce forum, faire découvrir les 171 corps de métier aux jeunes. Al Jumatina, compte rendu. Faire découvrir les 171 métiers de l'artisanat, c'est l'objectif du premier forum des corps des métiers du Mali. Il s'agit d'inciter les jeunes à aller vers les métiers de l'artisanat. Le conseil communal des jeunes de la commune 5, principal organisateur, veut renforcer l'employabilité de la couche juvénile. Nous sommes aujourd'hui conscients que ce secteur regorge pas mal d'opportunités et de potentialités. Et c'est pour cela que nous avons rapproché nos partenaires sociaux tels que la Chambre des métiers, tels que la mairie, et pour aller vers l'organisation de ce forum qui va nous permettre, dans un premier temps, de faire venir les experts aujourd'hui en termes d'artisans afin que ceux-ci puissent partager leur expérience avec les jeunes. C'est une très bonne initiative parce que ça permet de découvrir les métiers artisanaux. Ces métiers sont des opportunités pour les jeunes, mais malheureusement c'est mal connu. Aujourd'hui nous avons des métiers porteurs, c'est-à-dire des métiers qui créent de l'emploi et de la richesse. Les jeunes ne le savent pas. Donc ce forum permettra aux jeunes de comprendre quels sont les métiers porteurs. En d'autres termes, c'est faire une idée des métiers porteurs à travers les exposés et témoignages des acteurs de l'artisanat, mais surtout faciliter l'insertion des jeunes dans l'artisanat. Et nous sommes en train aussi de voir toujours avec ces artisans comment placer 200 jeunes auprès des maîtres artisans et dans les entreprises au niveau de la commune 5, voire même ailleurs. Ce forum qui se tient du 10 au 17 novembre est une première mais pas le dernier, assurent les initiateurs. De plus, dans les années à venir, il compte l'étendre à toutes les communes de Bamako, voire tout le Mali. Sport, football, le sélectionneur national des Aigles du Mali a animé ce matin un point de presse à Kabala. Au cours de cette rencontre, le sélectionneur Henri Kasmerzak a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les 2 prochaines sorties des Aigles du Mali. Sur cette liste, on note les retours de blessures du capitaine Seydou Keïta, de Cheikh Tidiane Diabaté et surtout celui du gardien Soumaïla Diakité. Compte rendu Ousmane Daou.
Les Aigles du Mali en route pour la CAN 2015 doivent livrer 2 dernières rencontres. Pour ces 2 sorties, le sélectionneur était face aux hommes de médias pour livrer la liste des joueurs retenus. Ils sont au nombre de 22. Retour de blessure du capitaine Seydou Keïta, Cheikh Tidiane Diabaté et surtout celui de Soumaïla Diakité qui revient en équipe nationale pour la première fois depuis le début des éliminatoires de la CAN 2015. Avec tous ces éléments, l'équipe est fin prête pour relever le défi. Je pense qu'il faut garder surtout cet état d'esprit qu'on a démontré pendant les 4 rencontres au début de la compétition. C'est essentiel, c'est qu'on garde le moral, essayons de corriger à tout ce qui était mal fait. Ça passe par cet état d'esprit qu'actuellement on monte sur le terrain et puis peut-être par l'efficacité offensive parce que c'est vrai qu'il y aura certainement la place pour marquer des buts. Le voyage de Blantyre ne sera pas une formalité, car l'équipe malawite a posé beaucoup de difficultés aux Aigles, du coup l'entraîneur reste méfiant. Il faut qu'on arrive à gagner les duels, ça c'est important, les duels individuels, les duels offensifs et défensifs, c'est là qui sera la clé du match, parce que les Malawiens, c'est les joueurs qui jouent bien au ballon, qui sont très techniques, ils sont habitués à jouer sur le terrain synthétique. Le Mali jouera au Malawi pour la 2e fois de son histoire. La première fois, c'était lors des éliminatoires de la CAN 94 en Tunisie. Les 2 formations ont fait match nul, 1 but partout. Les choses se précisent maintenant. La CAN 2015 n'aura plus lieu au Maroc. Décision prise ce mardi par le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Le Maroc avait en effet demandé le report de la compétition pour cause de l'épidémie d'Ebola, alors que la CAF maintient toujours les dates, c'est-à-dire du 17 janvier au 8 février 2015. Selon un communiqué de la CAF, quelques pays seraient prêts à abriter les tournois. L'instance du football continental confirmera dans les jours à venir le nom du pays hôte de la 30e édition de la CAN. La sélection marocaine est disqualifiée. C'est la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain 10h-13h, une présentation de Khadija Toukone. S'il plaît à Dieu, je serai là pour les éditions du soir. Mais tout de suite, le journal télévisé d'information avec Rachel Tissougué. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.